C'est quand même un gros morceau que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. N'hésitez pas à me dire où on va classer ce film en fonction de sa bande-annonce ou si vous l'avez vu. En avant. Ok, c'est bon. Infernal Affairs. Il est où? Il est là. Infernal Affairs, film sorti en 2002, film hongkongais, réalisé par le duo Andrew Lo et Alan Mak avec Tony Leung, Chu Wai, Andrew Lo, pardon, dans les réalisateurs. Andy Lau, c'est l'acteur. Anthony Wong et Eric Tsang, des acteurs que je vous avoue je ne connais pas trop. Je connais Anthony Wong parce qu'il a joué dans Hard Boiled et dans l'incroyable Ebola Syndrome notamment. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait d'Infernal Affairs? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu? Ça ne me dit rien, pas sûr d'aimer le style, ok. Donc pour le moment il est dans OKO. Ça j'ai bien suivi. Il y a 2 suites, ouais. Il y a Infernal Affairs 2 et Infernal Affairs 3. On le met dans OK. Putain, vous mettez tout dans OK. Hein. Depuis 3 films, là, tout va dans OK. Infernal Affairs, il a été une grosse inspiration pour un petit réalisateur américain qui s'appelle Martin Scorsese, qui a fait Les Infiltrés. Les Infiltrés, c'est un peu indirectement un remake de Infernal Affairs, qui aura d'ailleurs l'Oscar du meilleur film. Pourquoi j'ai vu ce film? J'avais déjà vu ce film, j'avais déjà vu toute la trilogie. J'avais un très bon souvenir du premier et j'avais peu de souvenirs du deuxième et du troisième. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien de me les remater. Ça faisait un moment que j'avais envie de le revoir. J'avais très envie de retourner dans son ambiance. J'avais souvenir que son ambiance avait très bien fonctionné sur moi. Je voulais aussi le redécouvrir avec plus d'éléments en tête pour bien capter son histoire parce que le film n'est pas forcément hyper accessible. Il me semble avoir reconnu des acteurs de Police Story, Jackie Chan, pas sûr que ce soit un indice. Non, alors il n'y a pas Jackie Chan dedans. Mais c'est aussi un film de Hong Kong. Et la non-possibilité de juger correctement avec les données de LMP. Non, mais vous jugez juste, hein. Vous jugez juste selon vos critères, ça va très bien. Après que LMP a développé à propos de Beijing Bicycle, je me suis trouvé trop tranchant. Mais non, ça va très bien. T'inquiète pas, c'est 16. Donc, mon avis sur ce film, c'est que c'est un banger. Il est excellent, c'est un grand classique du cinéma hongkongais. Il est court, mais efficace. C'est un des films les plus efficaces que je connaisse, je pense. Vraiment, il arrive à faire les choses avec une efficacité assez folle, quoi. Je vais évacuer assez rapidement les quelques maladresses qu'il a, parce qu'il a un style de réalisation qui porte un certain héritage culturel. C'est-à-dire que on va avoir par exemple des flashbacks qui vont être des plans très très courts qu'il va nous falloir saisir très rapidement pour comprendre vraiment les enjeux. Avec cet effet, vous savez, flash au blanc, fondu au blanc rapide du personnage en fait qui voit l'autre, qui comprend quelque chose et il y a flash au blanc, on a une image du gars plus jeune en flashback, flash au blanc, ça revient sur lui, plan très très serré de son visage, etc. Ce genre d'éléments très dynamiques. Mais qui personnellement des fois me heurte un peu. J'ai un peu de la peine avec ça, je vous avoue. Mais c'est pas forcément quelque chose que je peux reprocher au film, c'est juste que c'est quelque chose qui est pas trop de mon goût, tout simplement. On peut aussi évoquer un scénario qui est un peu trop programmatique des fois, c'est-à-dire que... je crois que je vous ai pas fait le résumé. Je suis un sale con, je vous ai pas fait le résumé. Le résumé, c'est en gros des flics qui essayent d'arrêter un cartel. Et pour ça, ils vont avoir un flic infiltré dans ce cartel. Le truc, c'est que ce cartel a lui aussi infiltré une taupe parmi les flics. Et ça va être du coup une course entre ces deux taupes pour essayer de se démasquer l'un l'autre. Et c'est ça tout l'enjeu du film. Donc voilà, pour moi, il y a des moments où, quand un des personnages en général va avancer un peu dans son enquête pour trouver l'autre, l'autre va automatiquement avancer aussi et du coup il reste un peu toujours, le film prend soin à ce que les deux personnages restent toujours au même niveau, au point où des fois ça devient un petit peu, il y a des moments où je trouve ça un petit peu artificiel, mais en vrai c'est léger, en vrai ça reste quand même assez léger comme effet, hein. C'est plus que ça crée un effet ping-pong très souvent. On va avoir une scène avec un personnage où il va se passer un truc et il va se passer quelque chose d'un peu similaire avec l'autre personnage et ils vont réussir à avancer comme ça un peu au même rythme. Une fois ça de côté, il y a mon chat qui revient.
Mon chat est aux abonnés câlins aujourd'hui. Non mais en vrai, il fait chaud, Nia. Je vais te poser quand même. Je vais te poser là-bas. Parce que là, j'ai trop chaud. Une fois ça dit, tout le reste du film, c'est ouf. Le film, il commence dans un petit magasin de musique d'un gars qui vient acheter une sono. Et déjà là, il y a un jeu de qui connaît bien la musique, enfin la sono, le son, etc. Et tu fais du coup gaffe à des petits détails. Et ça, le film, il est très très bon là-dedans. C'est que ça commence vraiment par ah, écoute ces basses, etc. par rapport à ça. Et du coup, il y a un silence, on entend les basses. Et l'autre, il va commencer à dire ah, mais je trouve qu'il y a quand même ça, ça, ça. Et le film t'indique dès la première scène, regarde, il va y avoir un jeu de confrontation entre deux personnages. Et ce qui va faire la différence entre les deux, c'est de l'ordre des détails. Il va falloir faire très attention aux détails pour remarquer, comprendre, etc. Et pour réussir à démasquer les personnages. Et ça, je trouve que le film, il est trop fort pour faire tout un tas de trucs de ce genre-là. Du coup, la scène d'intro, je la trouve complètement ouf. Et à partir de là, le film, il a une efficacité complètement ouf pour raconter tout ce qu'il raconte en 90 minutes. Il se passe tellement de choses en 90 minutes, c'est fou. Et ce qui fonctionne trop bien, c'est que je peux le comparer avec Angel Face, dont j'avais parlé un peu plus tôt, et où je disais que le scénario, il se passe énormément de choses et des fois c'est un peu court. Là, il se passe peut-être même plus de choses, mais j'ai jamais l'impression que c'est trop court. C'est parce que c'est très bien mis en scène, les dialogues sont assez bien écrits pour que tu n'aies pas l'impression que c'est forcé, etc. Et les personnages sont dans l'urgence. Donc, dès qu'il y a une nouveauté, ça sert à rien de discuter plus longtemps. Il faut avancer, il faut aller à la suite pour essayer de démasquer l'autre. Et il y a pas mal de petites scènes d'action et tout qui sont très efficaces aussi. Non, vraiment, le film, c'est un modèle d'efficacité. Un truc très intéressant aussi, c'est que, avec ces jeux de flashback aussi des fois, je retiens aussi un dernier truc, c'est que peut-être les 10 premières minutes du film, les 10-15 premières minutes, ce jeu de qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui est l'infiltré, qui est le faux flic, etc., tu mets 10-15 minutes à comprendre quand même. Donc vraiment, si vous lancez le film, concentrez-vous bien. Si vous êtes perdu au début, c'est pas grave. Vous allez réussir à être pêché par après. Il faut juste pas paniquer. Les choses vont se mettre en place. Il faut juste laisser le temps au film de se mettre en place et vous allez comprendre après. C'est normal de ne pas biter les 10 premières minutes. Moi, je l'avais déjà vu et je me souviens que j'ai mis un petit peu plus de temps. La première fois que je l'avais vu, il y avait plus de choses que je n'avais pas captées. Là, en le revoyant, il y a des choses où, en le revoyant déjà au début, je me disais attends, je comprends pas. Mais lui, c'est le gentil ou le méchant, je sais pas, je sais plus, etc. Je savais pas trop à quoi me raccrocher, mais après 10 minutes, en fait, ça allait très bien. Et puis voilà. Faut juste être un peu attentif au début. Après, le film, c'est bon, il est cool, il est pas cryptique. Donc vraiment, c'est un truc, c'est un banger, hein, et je sais pas où je le mets. Pour moi, je le mets devant Almost Famous. Ou derrière, je sais pas. C'est vraiment pas le même genre de film. Je vais le mettre devant pour son efficacité, parce qu'il dure que... Je vais vraiment trancher sur le fait qu'il dure 90 minutes, alors que l'autre, pour fonctionner, il prend quand même presque 3 heures. Voilà. Puisqu'il a visiblement trouvé le moyen de séduire une femme à tous les coups, la fille du méchant trop jeune pour être sa femme. Ah non, c'est sa psy. C'est sa psy et... Ouais, c'est particulier. Non, aucun des deux personnages ne drague pour arriver à... Voilà, c'est peut-être un autre reproche qu'on pourrait faire au film, c'est que les personnages féminins sont hyper effacés, il n'y en a qu'un. En fait, il n'y en a qu'un, c'est la psy. Et elle sert surtout à mettre le personnage principal en avant, quoi. Enfin, voilà. Panique. Mais non, ça va aller, panique pas. Tiens les 10 minutes et après ça ira. Voilà, j'ai mis malin, ambiance reprenante, toujours efficace, pas paniquer si on comprend pas tout de suite, etc. On passe au film suivant, les amis. Comme ça on finit pas à minuit. Voilà donc Infernal Affairs 2, sorti en 2003, toujours film hongkongais, toujours réalisé par le duo Andrew Lau et Alan Mak, avec Anthony Wong, Eric Tsang, Edison Chen. On retrouve du coup le casting avec des nouveaux personnages. Cette fois, je vous fais le résumé avant de vous demander de le classer.
On rentre, il me semble, 10 ans avant ce qui se passe dans le 1. On va suivre, en fait, notre chef de la police qui essaye de coincer de nouveau un cartel, notre même chef de la police qu'on retrouvera 10 ans plus tard. Et on suit aussi ce cartel avec un nouveau personnage particulièrement effrayant, qui semble particulièrement manipulateur, qui a sous lui plusieurs personnages, plusieurs membres de ce cartel, et notamment le chef du cartel qu'on retrouvera 10 ans plus tard. Donc c'est de nouveau un peu un jeu de chat et de souris, il y a de nouveaux personnages infiltrés, et la question sera évidemment de trouver qui est infiltré, comment réussir à démanteler ce cartel, etc., etc. Ça nous apporte pas mal d'informations sur ce qui va se passer après plus tard dans le 1. On retrouve pas tous les personnages, mais on en retrouve certains, et voilà. OKO toujours. Est-ce que des gens s'opposent à ce qu'ils sont à OKO? Est-ce que des gens le mettraient ailleurs? Ou est-ce que des gens veulent confirmer que Infernal Affairs 2, c'est quand même un film OKO? Les suites sont rarement des réussites. Ah, le Parrain 2, quand même. Hein. Hop, bah il va à côté de Infernal Affairs, c'est très bien. Alors, Infernal Affairs 2. C'était un des deux que j'avais aussi hâte de revoir parce que j'avais peu de souvenirs. Le 1, je m'en souvenais quand même pas mal. Le 2 et le 3, je les avais assez effacés de la mémoire. J'avais souvenir qu'ils étaient moins bien et qu'en général, quand on parle d'Infernal Affairs, on cite le 1, on cite un peu moins le 2 et le 3. C'est intéressant, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui trouvent que le 2 est supérieur au 1. Mine de rien, même s'il reste quand même un peu minoritaire. Donc, vous l'avez compris, je me suis tapé la trilogie. Je ne sais pas et j'ai pas trouvé l'information et c'est dommage. Est-ce que le 2 était déjà prévu lorsque le 1 est sorti ou pas? Parce que le 1 a été un immense carton à Hong Kong, il a bien réussi à s'exporter aussi. C'est un film qui a eu un succès assez dingue et assez fou et assez fulgurant, mine de rien. Et le 2 l'a assez suivi dans ce succès. Voilà. Mon avis personnel sur le film, c'est que c'est une bonne suite. Je pense que prendre les événements qu'il y avait avant fonctionne bien. Le choix qui est fait de la manière de construire l'ensemble fonctionne très très bien. C'est difficile de poursuivre, de faire la suite de Infernal Affairs, donc prendre ce qui vient avant, ça fonctionne plutôt. Et les enjeux qui sont placés fonctionnent aussi parce que on se demande comment les personnages vont évoluer parce qu'ils ne sont pas à la place qu'ils sont dans Infernal Affairs 1, donc c'est ce qu'on va nous montrer. Pousse-toi le chat, sinon je ne vois pas le chat. Donc non, c'est plutôt pas mal, ça apporte pas mal de profondeur au premier, et en même temps il parvient à fonctionner comme un film complet. On n'a pas forcément besoin d'avoir vu le 1 pour apprécier le 2, le comprendre et puis passer un bon moment devant. Les enjeux sont assez clairs. L'ambiance est excellente, l'ambiance est très bonne. Le 1 va plus vite que le 2 et du coup le 2 prend quand même plus le temps de se poser, il dure aussi plus longtemps. Il prend plus de temps, il nous fait voir plus de paysages, il multiplie un peu plus ses décors. J'ai souvenir notamment d'une scène où les différents chefs de quartier et de cartel se retrouvent ensemble pour manger de la fondue chinoise et tout. Ça fonctionne très bien. Ces scènes autour de la bouffe et tout, ça passe toujours très bien. Et il y a de l'enjeu parce que c'est des chefs de cartel, etc. Enfin, ça annonce très très bien. Le film a par contre pas mal moins d'action, hein. Il y a pas mal moins d'action, il laisse plus de place au blabla, il y a plus de discussions entre les personnages vu qu'on va essayer de renforcer certains liens entre certains personnages, en faire exister des nouveaux. On va des fois mettre de côté l'action et les faire discuter. De souvenirs, il y a vraiment une grande scène d'action. Les autres sont un peu plus anecdotiques. Mon chat? Ça va? Ça va, ok. Et de manière générale, le scénario est aussi un peu plus schématique, un peu moins surprenant, et du coup aussi un petit peu moins inspiré. Qu'est-ce que tu manges? Ah ouais, je vois, ouais, c'est bon, c'est pas grave, tu peux manger ça. Ouais, le scénario est quand même un petit peu moins inspiré. La réalisation, par contre, se pose un peu plus. Les plans sont peut-être un peu plus longs, j'ai l'impression.
par rapport au premier. On a donc une réalisation qui va plus mettre l'accent sur l'ambiance et plus nous poser sur les dialogues, etc. Donc on est dans une direction un peu différente de ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait du 1. Mais il est pas mauvais pour autant. Il prend, je pense, assez à contre-pied pas mal d'attentes qu'il devait y avoir pour une suite de ce genre de film. Mais pour moi, alors il est pas GOAT, mais il est cool. Il est cool, il est cool devant Fiasco et même devant Sans filtre. Allez, je vais le mettre là. J'ai eu du plaisir à le revoir, j'aurais du plaisir à le re-revoir, même si je me dirais qu'il est un petit peu long. Petit problème, il dure, je crois, un peu plus de 2 heures. Alors, l'autre, on mettait un quart d'heure à réhabiter sur 1h30. Celui-là, sur 2 heures, je crois qu'on met une demi-heure à vraiment comprendre les enjeux, où est-ce que ça va, qui est quoi, etc. C'est quand même long. Ce qui est quand même long, donc là aussi, il faut s'accrocher au début pour bien réussir à suivre ce qui va se passer. Enfin, voilà. Mais je vous le recommande aussi, hein. Franchement, les deux sont très bien. Le premier est mieux, mais le 2 est tout à fait louable. C'est un bon film, c'est même un très bon film. Tu sais, j'ai trouvé une bonne suite 28 semaines plus tard. J'ai dit rarement pas jamais. J'ai quand même dû chercher beaucoup. Ouais, bon après ça dépend de... Ouais. On va passer au film suivant. Vous êtes prêts ? Je pense que... Je pense que vous vous demandez vraiment ce que c'est le film suivant. Là. Voilà, et non, ce n'était pas Pikachu Détective, et là, désolé, c'est Infernal Affair, 3e et dernier volet de cette trilogie. Sorti en 2003, toujours par Andrew Lowe et Alan Mack, c'est le même casting que le premier, avec un ou deux ajouts. C'est un mélange de suite et de préquel au 1. Il y a pas mal d'éléments du passé. Le film se passe à moitié dans le passé, à moitié dans le futur. Alors, pour vous résumer, je veux pas trop vous résumer parce que ça spoil la fin du 1, quoi. Mais pour vous résumer, en gros, c'est un flic persuadé qu'il y a des taupes dans la police et qui va vouloir les débusquer. Et en parallèle, on va avoir pas mal de flashbacks qui vont nous montrer justement les deux personnages infiltrés un peu avant les événements qu'on trouve dans le 1, voire même des fois un peu à cheval sur ce qui se passait dans le 1. Je peux pas vous résumer plus parce que sinon je suis obligé de vous spoiler la fin du 1 et ce serait très dommage. Il a l'air moins bien dit là. Donc ce serait quoi? Ok bas, ok haut mais plus bas que les autres. Et hop, voilà. Comme ça les trois sont alignés, c'est bien. Ça vous va? La page est trop petite. Exactement, mais c'est pas grave, on déborde. Ok, voilà, donc, mon avis, pourquoi je l'ai vu déjà? Parce qu'il est dans la continuité des deux autres, hein. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, je voulais revoir le 3 aussi. J'avais vraiment pas de souvenir du 3, même pas l'intrigue, il m'a été vraiment complètement sorti de la tête, donc j'étais quand même content de le redécouvrir et de voir un peu ce qu'il présentait, mais malheureusement, ce qu'il présente, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment, pour moi, une suite de trop. Il y a trop de problèmes à trop de niveaux différents. Alors la réalisation reste quand même plutôt sympa. La réalisation va plus que jamais varier les lieux, varier les décors, va essayer des choses qu'elle n'avait pas essayé avant. Notamment parce que les personnages commencent à perdre un peu pied avec la réalité. Et donc, la réalisation est quand même pas mal intéressante pour ce film. Sur pas mal de moments, mais il y a un énorme problème dans l'identité du film. Il y a un problème de préquel qui va se centrer beaucoup sur la relation entre le flic infiltré et sa psy. Le truc, c'est que ça nous crée une espèce de love story qui est pas très intéressante parce que on en connaît déjà l'aboutissement, on sait exactement où ça va aller. Et pour moi, du coup, il y a un vrai problème des informations qu'on nous donne qui ne se suffisent pas au film lui-même, contrairement au 2 où on pourrait voir le 2 sans avoir vu le 1 et sans voir le 3, ça va bien. Le 3, on est obligé d'avoir vu le 1 pour capter ce qui se passe, c'est pas possible autrement. Et du coup, vu qu'on est obligé de capter le 1, je trouve pas que les informations qui sont données dans le 3 par rapport des informations qui n'avaient pas été données dans le 1, elles apportent pas grand-chose d'intéressant, voire même
elles vont un peu casser le film parce que ça change complètement le statut de certains personnages et tu dis mais du coup c'est un peu bizarre, pourquoi il agit comme ça dans le premier. Notre personnage de taupe a son identité connue seulement par un personnage et d'un coup dans le 3 on lui dit non, c'est pas le cas, attention, il y a d'autres personnages qui le connaissent, ce qui fait que ça casse un peu la fin du premier. On se dit, mais il aurait eu d'autres choix que de faire ce qu'il fait à la fin du premier. Bref, du coup, pour moi, il y a un véritable problème de ce côté-là. Il y a une distance qui est créée entre les personnages là et avant. Enfin, entre les personnages maintenant et les personnages qu'il y avait dans le 1. On a l'impression qu'on force un peu le fait de faire revenir le personnage principal du premier, notamment. Mais surtout, il y a un côté un peu étrange, psychologisant de la part d'un personnage qui travaille chez les flics et qui est un personnage important, qui est un personnage qu'on voit dans le 1 et qui dans le 3 est complètement parano et va commencer à imaginer qu'il y a des taupes partout et il perd complètement pied avec la réalité. Et là, le film rentre dans des codes qu'il ne nous avait pas proposés jusqu'à maintenant et c'est assez inattendu et c'est pas franchement bienvenu parce que on passe de films où les personnages sont très calculateurs et très minutieux surtout, à un truc gros sabot de perso qui perd pied et qui est en mode « Oh mon Dieu, je deviens fou, oh, je mange plus, je dors plus, je reste enfermé dans mon bureau 3 jours. » C'est le film que le monde attendait, argument marketing qui veut dire « On voulait pas le faire, c'est vous qui nous avez forcé. » Il y a peut-être de ça, je sais pas. Mais non, il y a vraiment un gros problème de contrat même avec ce que nous avaient proposé les deux films précédents, qui est complètement rompu avec celui-là, je trouve, et il y a vraiment un problème d'écriture, il y a un gros problème général d'écriture qui fait que ça impacte aussi la réalisation, parce que ce que la réalisation va nous proposer est pas franchement intéressant. La bande son, la bande originale n'est pas hyper inspirée, je pense notamment aux scènes chez le psy, elles sont très vides, très molles, très plates. Il y a un nouvel enjeu, c'est qu'un autre personnage va aller aussi chez cette psy, donc on va lui donner une importance particulière dans le film, mais ça apporte pas grand-chose. Et on a l'impression que la question préquelle est surtout là pour faire revenir les visages connus du 1 et du 2 aussi, qui fonctionnent bien, et on sait que du coup ça va faire fonctionner le film. Sauf que le film n'a pas tant fonctionné que ça, apparemment, beaucoup moins que le premier, et même que le deuxième. Le film aussi, très étrange, a quasi aucune scène d'action. Il fait l'impasse sur ses actions, et pour moi là aussi c'est un problème du coup en termes de réalisation, où le premier arrivait vraiment bien à gérer ses scènes d'action, c'était quelque chose qui était très propre. Un personnage qui tombe d'un immeuble, ça fonctionnait super bien, parce que c'était à la fois surprenant, à la fois c'était très bien mis en scène cette chute. Là, les scènes d'action n'étant pas là, la réalisation n'a plus d'argument d'inventivité comme elle pouvait avoir dans le 1 et même encore un peu dans le 2. C'est très étrange cette espèce de désescalade de l'action, alors que on s'attendait avec des suites à ce que ce soit le contraire. Non. Donc, on se retrouve avec un film écrit avec des gros sabots qui perd toute l'efficacité du premier et toute la subtilité du deuxième. C'est complètement dommage. C'est un film complètement dispensable. C'est un film même qui est frustrant pour moi. Il est dans les très bas. Il est très bas nerf. Vas-y, je le mets derrière le Jackie Chan là, voilà. Je trouve qu'il est mieux que le Jackie Chan en termes de réalisation, etc. quand même. Mais il est moins sympathique et il dégage une ambiance moins intéressante et surtout il s'inscrit dans une continuité qui ne fonctionne pas. Donc pour moi ça le péjore grandement. Ça, on est tellement badass que tout le monde attend nos œuvres loupées. On commence à faire du caca, voilà. C'est ça, mais non, du coup il n'était même pas si attendu que ça, ce troisième volet, malheureusement.